En tout cas, merci beaucoup, Louis, aussi Clémentine et Déborah, de votre invitation à ces webinaires et de me donner l'opportunité de parler un peu du trouble du jeu. Donc, ce qu'on a appelé à une époque, qu'on continue quand même un peu d'appeler les jeux pathologiques, donc les gambling. J'ai préparé quelques diapos. Ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément les diapos, c'est les questions qui viendront ensuite. Peut-être que quand on fait un webinaire, on ne sait pas très bien à quelle personne on s'adresse, donc il peut y avoir des ajustements à faire et ça sera peut-être long d'un côté et un peu moins satisfaisant d'un autre, donc vous me direz. Voilà, donc je suis enseignante à l'Université Paris-Nanterre, donc c'est mon affiliation principale. Je suis psychologue à l'hôpital des Garches, donc à l'assistance publique, et je suis chercheur associé à l'INSERM 10-18, soins primaires et de prévention à Paris-Saclay. Donc, mes conflits d'intérêts restent récents, en fait, parce qu'il y a eu des financements de la FDJ à une thèse de doctorat de l'Université Paris-Nanterre pour une doctorante qui a travaillé sur l'impact des campagnes, des publicités et des préventions dans les jeux et hasards et d'argent. Et j'appartiens à, c'est pas jeux et société, c'est jeux et société. Donc, il y a une coquille déjà. C'est un groupement d'intérêt scientifique avec 4 universités de la région parisienne. Et donc, voilà, autant de dire que je n'ai pas touché quelque chose de direct, c'est simplement l'université qui reçoit cet argent. Alors, ça, c'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Plaisir et addiction, ça va passer relativement vite. On va voir un peu les types des jeux qui existent. Un focus sur les adolescents et les étudiants. On va parler un peu d'évaluation des problèmes des jeux et des préventions et surtout d'intervention, des prises en charge. Donc, la diapositive du plaisir va passer très vite parce qu'en fait, plus de la moitié des Français ont joué dans l'année précédente à un jeu des hasards et d'argent et des hasards. Donc, en fait, on ne peut pas considérer que le fait de jouer soit problématique en soi, c'est vraiment un peu plus tard qu'on va voir quels sont les problèmes. Les motivations principales que les personnes qui jouent nous donnent, c'est gagner de l'argent. C'est la première motivation qui apparaît. Après, un moment de partage, l'excitation, les habitudes. Par contre, est-ce qu'on peut parler des plaisirs quand on a perdu les contrôles de la situation, quand on ne sait pas gérer, quand on ne sait pas s'arrêter, ou s'il y a des conséquences négatives? Peut-être que là, on ne peut pas forcément parler des plaisirs. Donc, dans les cas de l'addiction aux jeux des hasards et d'argent est une addiction qui est rentrée dans les systèmes de classification déjà depuis un bon moment, dans les DSM. Euh, et effectivement, on parle actuellement d'addiction. On parle aussi des jeux problématiques en mettant en même temps les jeux pathologiques, donc ceux qui ont vraiment un problème d'addiction modéré ou sévère et ceux qui ont un usage à risque. Donc voilà, il y a plusieurs catégories. Parfois, les frontières entre les catégories ne sont pas aussi claires. Et le passage aussi d'une catégorie à une autre fait aussi penser à une trajectoire longitudinale. Je n'ai pas laissé des liens sur les documents, des résumés, mais il y a 2 organismes publics que je vous conseille pour avoir des données actuelles sur les jeux des hasards et d'argent. C'est l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui sort des enquêtes avec des données très actualisées, et l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ. Et il y a quelques diapos qui vont venir de ces sources-là. En fait, j'ai laissé cette diapo-là pour vous montrer la diversité des jeux d'argent qui existent, les jeux de tirage, des grattages qui sont vraiment en hausse, les paris hippiques, les paris sportifs qui sont aussi en forte hausse, le poker qui est quand même un peu, qui se maintient en fait, mais qui n'a pas explosé comme on pouvait s'attendre, les machines à sous qui sont dans les casinos. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez trouver des informations sur les différents types des jeux, avec effectivement cette diapo que je trouvais très, très claire
sur l'AMJ, sur qu'est-ce qu'il faut, en fait, l'approche par palier quand on travaille avec des personnes qui ont un problème des jeux. C'est-à-dire que la prévention et l'intervention ne va pas être la même en fonction des personnes et que quand on n'a pas des problèmes des jeux d'argent, des problèmes des jeux, bah, en fait, il y aura simplement des campagnes et d'information parce que c'est l'entourage peut-être qui peut être touché. Après, au fur et à mesure qu'on peut avoir un comportement à risque, là, on peut avoir des mesures qui sont des mesures d'exclusion, des mesures de dépistage. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la problématique, on va avoir besoin d'un traitement avec plus enfin, d'exclusion et un arsenal un peu plus fourni des stratégies à mettre en place. Et là, c'est aussi quelque chose qui a été pris de l'ANJ. Il faut voir aussi que euh, quand il y a un problème des jeux d'argent, eh bien, différentes dimensions vont être touchées, vont être perturbées, euh, parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du travail. Moi, j'ai eu des personnes qui ont consulté parce qu'ils ont commis des délits et qu'ils devaient avoir ils avaient eu une obligation des soins. Ça peut mettre la personne en insécurité financière, mais aussi toute la famille et des problèmes aussi avec la justice et des problèmes aussi avec les amis, parce que souvent ces personnes-là vont demander de l'argent et vont pas rembourser, donc du coup vont se sentir de plus en plus isolés et on sait que c'est l'isolement qui va beaucoup jouer. Donc, on parle souvent d'une addiction qui ne va pas avoir des répercussions physiques, mais en réalité, en fait, à partir du moment où psychiquement ces personnes-là ont des répercussions et qu'ils sont isolés socialement, il y aura aussi des répercussions sur le plan de la santé. Alors, un petit message sur les pokers, parce on pensait que ça allait se développer plus, et en fait, ça s'est pas développé autant que ça, même s'il y a continue à avoir pas mal de personnes qui jouent au poker avec effectivement les risques que les poker induit, qui est que en général les personnes qui jouent sont des personnes plutôt jeunes, qui ont une impulsivité importante, donc qui vont jouer rapidement et parfois sur plusieurs tables en même temps, qui vont avoir plus des biais d'interprétation de certains faits et donc qui risquent de perdre plus d'argent en fait. Par contre, ce qu'on va retrouver actuellement, c'est effectivement une diffusion assez importante et l'utilisation des paris sportifs. Et j'étais la semaine dernière, en fait, dans un colloque à la CEDAP à Dijon avec euh, Jean-Michel Coste, dont les écrits et les publications, je vous les conseille particulièrement parce que c'est quelqu'un qui analyse, en fait, non seulement la caractérisation des problèmes actuels, mais aussi la trajectoire. Euh, et qui montre bien en fait bah, comment ce sont des jeux qui sont très populaires, qui sont très addictifs et qu'il va falloir ne pas avoir qu'une approche individuelle vis-à-vis des personnes qui ont un problème, mais aussi une approche au niveau des politiques, en fait, des protections des personnes qui pourraient avoir besoin. Une catégorie particulière des jeux, ce sont les jeux comme Sorare, en fait, qui sont des jeux des fantasies, qui sont des jeux dans lesquels il y a un mélange bizarre entre jeux des hasards et jeux d'argent et e-sport, qui pourraient être considérés comme contournant la législation des jeux d'argent et des hasards, parce qu'en fait, les jeux d'argent sont complètement en fait contrôlés, si on peut dire, par l'État. Et donc, ces jeux-là posent un problème, des limites, et peuvent amener les joueurs parfois à des confusions sur s'ils sont en train de jouer à des vrais jeux d'argent ou à autre chose. Et sachant aussi que ces jeux-là vont être après payés par des crypto-monnaies. Donc ça implique des choses qui sont assez importantes avec des enjeux financiers qui sont considérables.
Alors, les facteurs des risques des addictions en général, et on peut dire aussi en particulier du jeu, bah, vous imaginez bien qu'il y a la psychopathologie des personnes, en fait, donc l'anxiété, la dépression, les autres addictions hein, qui sont assez présentes quand il y a un problème des jeux d'argent. L'impulsivité, qui n'est pas une psychopathologie, mais une impulsivité très importante, implique un problème de régulation émotionnelle et peut amener à des conséquences négatives. Un attachement parental qui soit insécure, des négligences pendant l'enfance, d'abus, d'abus sexuels ou autres. Donc, tout ce qu'on va être de l'ordre des événements traumatiques ou des événements adverses. Je suis désolée, mais il y a quand même une ambulance qui passe. Euh, Autre facteur important des risques, c'est l'apprentissage social. Les modèles qu'on peut avoir en tant qu'enfant quand on voit ses parents ou ses grands-parents jouer. Et donc, ça va banaliser à un moment donné les risques liés au jeu. Et quand on est un peu plus âgé, la notion aussi des pairs, PAIR. Donc, voilà. Et il y a aussi cette transmission des valeurs et des croyances à la famille. Il peut y avoir des familles dans lesquelles les jeux sont valorisés, en fait. Et l'argent, en fait, gagné par les jeux, c'est tout à fait bien vu, valorisé et recherché. L'accessibilité, et c'est en ça que tout ce qui va être jeu sur Internet va être important à considérer, c'est que l'accès est immédiat à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit. Et donc, ça permet aussi des pertes financières très importantes. Et cette notion aussi d'accessibilité nous amène à la notion des sites sur lesquels les personnes vont jouer qui peuvent être des sites légaux, mais aussi des sites illégaux, et sans que parfois les personnes sachent très bien s'ils sont en train de jouer dans un site légal ou illégal. Et après, un point très important, le marketing, la publicité que les opérateurs vont faire. Et je pense que vous vous souvenez très bien des publicités qui ont été faites pendant l'Euro avec des bus et avec des messages assez accrocheurs, surtout pour des jeunes. Et l'impact de la publicité n'est pas le même quand on a une personne qui n'a pas des problèmes des jeux que quand il y a un problème des jeux. Au niveau des facteurs de protection, en réalité, on va retrouver les mêmes, sauf qu'un peu inversés. Donc, dans les cas des facteurs de protection, on a les soutiens sociaux, qui est quand même un facteur très important. Si la personne est intégrée dans un groupe d'amis, des familles, des collègues, la capacité de gestion des émotions, l'affirmation de soi et les habilités sociales pour pouvoir s'affirmer à un moment donné et dire que non, qu'on ne joue pas, on n'a pas envie de jouer. Certaines dimensions des personnalités, et notamment les névrosismes, donc là on a l'agréabilité, la conscience et l'ouverture, c'est essentiellement le névrosisme qui est élevé et la conscience qui est basse en fait chez les personnes qui peuvent avoir un problème des jeux. Et par contre, quelque chose qui est très important, c'est les expériences préalables des changements. Les personnes qui ont un problème des jeux et qui ont déjà réussi à changer des habitudes ou des comportements addictifs au niveau du tabac ou de l'alcool, ça c'est un facteur de protection parce qu'il est probable qu'ils puissent généraliser ces stratégies aux jeux de hasard et d'argent. Et il y a aussi la notion des résolutions des problèmes, la capacité en fait à déjà faire un focus sur un problème, à chercher des solutions alternatives, à mesurer en fait les conséquences et à faire un choix parmi ces alternatives possibles. Un petit message rapide sur le modèle des addictions. Il y en a beaucoup. Donc, je vous parle seulement de trois. Le modèle des Zuckerman, parce qu'il parle de quelque chose qu'on rencontre souvent chez nos patients, c'est la recherche des sensations. Les personnes qui jouent, comme les personnes qui ont des problèmes d'addiction en général, ce sont des personnes qui ont besoin des stimulations, si on peut dire, de façon constante, en fait, et voilà, qui vont chercher une activation en fait et qui peuvent à un moment donné s'ennuyer. Donc du coup, l'addiction vient aussi les activer et donc c'est sentir un peu moins ennuyé en fait. Il y a d'autres modèles d'addiction comme celui des Marlatt et Gordon qui est un problème sur la performance perçue.
en fait, est-ce que sur la gestion de la consommation, si la personne pense en fait qu'elle peut gérer efficacement ses envies, eh bien, elle va probablement pouvoir sortir de l'addiction plus facilement. Tout ça peut être aussi lié aux attentes des résultats. Plus j'attends j'ai des attentes très positives envers la consommation d'un produit ou d'un comportement, plus je vais avoir du mal à pouvoir réduire ou arrêter, et plus je vais sentir que je n'ai pas la capacité en fait de pouvoir changer puisque tout le monde autour de moi fait la même chose et que je n'ai pas des contrôles sur la situation, eh bien moins je vais aller essayer un changement. Et après, les processus de prise de décision, c'est souvent se mettre en situation de rechuter. C'est quand on n'a pas anticipé certaines conséquences et qu'on peut se mettre dans une situation très à risque sans l'avoir anticipé et du coup aller vers ce que nous on appelle la prophétie auto-accomplie. Il y a aussi un modèle qui est celui qui a été, des modèles de Marlatt a évolué après, avec effectivement tenant compte des processus cognitifs, des états affectifs. En fait, voilà, en tenant compte de l'individu, mais aussi du côté les autres, en fait, et les contextes. Et le modèle, un des modèles les plus récents, c'est celui des iPass, en fait. C'est un modèle qui a été assez utilisé au niveau des jeux vidéo et qui, en fait, tient compte d'un modèle qui serait dynamique. Donc là, vous avez dans les premiers stades comment les déclencheurs et les réponses émotionnelles et les cognitions vont être d'un certain type. Et au fur et à mesure qu'on arrive à une dépendance, là, ces cognitions et ces états émotionnels vont être beaucoup plus ancrés et pas très modifiables. Donc voilà, on a vu une première partie. Là, je voulais vous parler de l'évaluation du problème. Je me souviens que, il y a déjà des années, en fait, quand j'ai parlé des jeux d'argent, euh, pas mal de personnes me disaient, mais moi, je ne vois pas des joueurs d'argent, en fait. Et j'ai posé la question, est-ce que vous posez la question? Mais en fait, quand on ne pose pas la question, pas souvent, on n'a personne qui souffre de ces problèmes-là. Donc, il faut effectivement poser la question. Donc là, cette diapo est là surtout pour vous montrer que au-delà des instruments qui existent, la SOX est quand même l'échelle la plus utilisée, en tout cas la plus ancienne avec toute une liste des jeux pour lesquels il faudra compléter les nouveaux jeux qui sont sortis, notamment les jeux sur Internet. Et après, vous avez des tas de questions sur est-ce que vous jouez pour vous refaire, ce qui est typique quand on a un problème des jeux d'argent. Euh, Est-ce que vous visez des sommes de plus en plus importantes? Est-ce que vous avez des problèmes avec la justice? Donc voilà, c'est à peu près les mêmes systèmes qu'avec l'ICJE, sauf que l'ICJE a 9 questions, donc c'est plus court. Sauf qu'il faut poser des questions avant sur à quel jeu la personne elle joue. Souvent, les personnes jouent à plusieurs jeux, mais il y a souvent, très souvent, un jeu de prédilection. Et les débats de jeux est une échelle des jeux qui a été développée en fait au Canada avec 6 questions. Pareil, dans les 3 cas, on va avoir la possibilité d'avoir des joueurs récréatifs. En fait, c'est un problème, des joueurs à risque et des joueurs problématiques. Et en fait, dans les cas de l'échelle débat jeux, à la fin, il y a une question qui est, est-ce que vous pensez avoir besoin d'aide? Et cette question est très importante parce qu'il y a peu de personnes qui, ayant les scores d'un problème des jeux, vont considérer qu'ils ont besoin d'aide. On sait actuellement qu'il y a il y a entre 5 et 10% des joueurs qui ont un problème qui demandent de l'aide. Donc, on sait qu'il y a un problème pour pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Et les plus intéressants, c'est que vous savez qu'avec ces 2 questions, sur 2 questions de dépistage, est-ce que vous avez déjà menti à votre entourage à propos de vos dépenses des jeux ou est-ce que vous avez ressenti le besoin d'émisser de plus en plus d'argent, des sommes de plus en plus importantes? Si vous avez une réponse positive à une de ces 2 questions, vous avez probablement
en face de vous une personne qui a un problème des yeux. Donc, ça ne permet pas du tout, aucun questionnaire, aucune échelle permet d'avoir un diagnostic, mais ça permet de savoir qu'il faut creuser et qu'il faut aller un peu plus loin. Donc là, je vous laisse en fait dans les diaporamas l'indice canadien du jeu excessif. C'est l'échelle la plus utilisée actuellement pour les niveaux des pratiques des jeux et vous avez quatre scores à la fin, enfin quatre seuils, sans problème, à faible risque, à risque modéré et excessif. Souvent, les risques modérés et excessifs vont se mettre ensemble dans une catégorie qui s'appelle les jeux problématiques. Et voilà. Vous voyez les questions, les mises de plus en plus importantes, besoin des rejouer pour rattraper l'argent perdu. Donc, c'est sentir coupable. Donc, voilà, il y a des questions qui sont assez spécifiques. Là, et c'est un peu la limite aussi des webinaires, c'est que je vais passer rapidement d'une diapo à une autre. Peut-être qu'il y a des questions qui viendront à la fin, mais aussi si on fait des questions maintenant, c'est peut-être un peu difficile de reprendre après. Donc, j'ai voulu vous poser, enfin, poser simplement une question sur une diapo sur les comorbidités avec un message qui est que les troubles de jeu d'argent, en fait, le trouble du jeu, est rarement seul, en fait, et qu'il y a souvent des comorbidités. Il y a des comorbidités, les trois comorbidités principales, ce sont les troubles addictifs, les troubles dépressifs et les troubles anxieux. Donc, dans les troubles de l'humeur, on a les troubles dépressifs, mais on a aussi les troubles bipolaires. Dans les troubles anxieux, on a souvent les troubles paniques. Et on a aussi souvent des épisodes de stress post-traumatique, de troubles de stress post-traumatique. C'est 15% d'actes déjà d'un certain temps. Peut-être qu'on est un peu plus actuellement au niveau des prévalences et probablement qu'à l'époque où on avait ces chiffres-là, on tenait pas compte du trauma complexe. Si on tient compte aussi du trauma complexe, très probablement ces chiffres-là est bien plus important. On a les autres addictions, on a les troubles de la personnalité avec des personnalités borderline, des personnalités euh, psychopathiques, des personnalités aussi obsessionnelles, des personnalités narcissiques. Et on a aussi les TDAH, donc les troubles déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, qui serait une comorbidité qui serait aussi un facteur des risques. En tout cas, on sait que, comme on a vu dans les modèles, bah, les personnes qui souffrent des TDAH sont susceptibles de pouvoir avoir des problèmes des jeux d'argent et des hasards. Et la problématique suicidaire est importante à souligner parce que ce sont des personnes, quand on les voit en consultation, vont évoquer souvent les idées suicidaires et souvent enfin voilà, on ne les revoit plus et on n'a pas forcément énormément des données très très précis sur les tentatives de suicide et les problématiques suicidaires chez ces patients-là. Au niveau des adolescents, peut-être un petit à dire quelque chose sur les adolescents parce que il y a quand même pas mal des mineurs qui jouent en fait. Donc même si les jeux des hasards et d'argent sont interdits à des mineurs, vous savez qu'il y a voilà là c'est des chiffres de 2022 et vous avez un tiers des 15-17 ans qui ont joué aux jeux des hasards et d'argent. Après effectivement, vous allez pouvoir me dire que de rater quelque chose n'est pas tout à fait la même chose que jouer en ligne. Certes, mais c'est quand même déjà quelque chose qui marque qu'on n'a pas, on n'a pas forcément respecté déjà cette limite-là. Euh, Pourquoi s'intéresser aux jeunes? Déjà parce que la prévalence chez les jeunes est toujours plus importante que chez l'adulte. On voit chez les jeunes aussi des phénomènes, des changements sans traitement, des changements spontanés. Et souvent, on peut avoir des comportements pendant l'adolescence qui vont diminuer une fois que les jeunes arrivent à l'âge adulte. On sait aussi que plus on commence tôt sur les plans additifs, plus les répercussions peuvent être plus importantes. À l'adolescence aussi, on va avoir plus de difficultés dans la gestion émotionnelle. C'est une période de transition qui parfois va affecter la santé mentale et on sait que euh, on a des enquêtes qui montrent que voilà, à cette période, on peut avoir aussi enfin, des problèmes de détresse psychologique. Et en même temps, il y a une non-demande de soins, c'est-à-dire
non seulement qu'il n'y a pas suffisamment des services pour les prendre en charge, mais aussi des personnes qui ne demandent pas de l'aide, en fait. Donc là, on a dit une âge moyen d'initiation des 11 ans. En fait, ça, j'avais fait une revue de la littérature il y a déjà un certain temps. L'accessibilité semble euh, clé, en fait. Et on a vu des instruments tout à l'heure. Quand on s'adresse à des adolescents, il y a toujours des limites, en fait, avec ces instruments d'évaluation. Il y a la SOX avec une version adolescent qui pourrait être utilisée avec des réponses qui ne sont pas binaires. Mais voilà, il faut tenir compte que quand il s'agit des adolescents, parfois les seuils qui sont utilisés pour les adultes ne sont pas très adaptés, qu'il peut avoir à un moment donné une désirabilité du comportement chez l'adolescent, et cette désirabilité va diminuer aussi avec l'âge. Euh, qu'il y a cette notion-là des changements spontanés sans consulter un professionnel. Et parfois aussi des questionnaires qui sont mal compris, hein, des questions qui ne sont pas très claires dans les questionnaires. Donc, du coup, il faut s'intéresser aussi à quelque chose qui est difficile d'avoir si on ne fait pas aussi d'études longitudinales, c'est la trajectoire. C'est la trajectoire de ces joueurs-là dans les temps, en fait. Autre facteur spécifique aussi, pas que pour les adolescents, mais quand même, c'est les délais entre la mise et les gains, qui fait que plus les résultats, la récompense va arriver vite, bah, plus ça va devenir additif. Il y a cette notion-là aussi, et on le sait, les jeux de hasard, les jeux d'argent, c'est vraiment la notion d'une récompense avec un programme à renforcement variable donc qui est très ancré en fait sur le plan du conditionnement et donc difficile à faire une extension. La notion de quasi-gain, en fait, et ça c'est typiquement, on les modélise avec les, les casinos. Quand on voit en fait des machines à sous et que vous avez, au lieu d'avoir les trois dessins, vous en avez que deux, pour une personne qui ne joue pas, elle va se dire j'ai perdu. Mais une personne qui a un problème des jeux va se dire qu'elle a presque gagné. Et cette presque gain va l'amener à continuer à jouer parce que quelque part, elle s'approche en fait du gain. Les impacts des gains, il y a une étude qui est sortie par l'ARPEJ sur l'impact des gains chez les joueurs. Et c'est pas une question d'un impact objectif, d'un gain important. En fait, important, ça peut être 100 euros pour une personne et ça peut être 2000 euros pour une autre. Donc, mais les gains est important surtout par rapport à la signification et ce qu'on va faire avec cela. Et d'autres facteurs spécifiques, on l'a déjà vu, l'accessibilité, la publicité et les aspects compétitifs aussi des jeux. On sait que quand dans les jeux, il y a un ranking, bah, ça va pousser effectivement les personnes à rester plus de temps. Donc, les paris sportifs, qui sont vraiment ceux qui sont les plus utilisés chez les étudiants. Donc, il y a une méta-analyse en fait faite avec des étudiants qui montre que 10% des étudiants seraient des joueurs problématiques. Ça, c'est à peu près en fait les doubles, voire les triples de ce qui est les jeux problématiques en population générale. Donc, en tout cas, les doubles. Il y a aussi l'effet que les activités, les jeux, les paris sportifs sont les plus populaires et actuellement ceux qui amènent les plus des jeunes à jouer et que ce sont ceux qui jouent à ce type de jeux, des paris sportifs, qui vont avoir les plus de problèmes liés au jeu avec effectivement ce type des jeux, comme on avait dit, en fait, des jeux num avec des free-to-play, mais après avec la possibilité de payer pour avancer un peu plus. Donc, cette intrusion, en fait, cette articulation puisque entre le gambling et les gaming, donc en fait, injecter de l'argent dans un jeu qui serait un jeu vidéo, et par ailleurs, chez les jeunes, il y a cette notion-là des normes subjectives dans la sévérité du jeu, c'est-à-dire comment je me compare par rapport aux autres. Le marketing est extrêmement puissant chez les jeunes parce que, d'une part, ça peut les amener à dépenser de l'argent, ça peut les amener à une détresse psychologique. Et la notion aussi des récompenses rapides et faciles, en fait, bah, peut amener pas mal des jeunes à jouer. Donc,
On est en train de parler effectivement des jeunes, des personnes, des adultes, mais il faut vraiment bien insister sur le fait que ce n'est pas qu'un problème individuel et qu'il y a des aspects et des décisions, des instances politiques à mener, en fait. Il faut de la régulation, il faut un contrôle, il faut une restriction de la publicité. Donc, voilà. Et dans l'essence de ce qu'on entend actuellement beaucoup, les réseaux sociaux qui ont un rôle très important sur les développements en fait des problèmes des jeux, parce qu'on arrive à faire du marketing au niveau des réseaux sociaux et des influenceurs, même si tout ça est régulé, on sait que ça continue à se faire et que ça a un impact important. Ça fait plus de 20 ans, en fait, que et ces similarités entre les jeux vidéo et les jeux des agents et des hasards existent. En fait, le premier livre date de 2002. C'est Mark Griffiths qui avait écrit un livre sur les gambling et les gaming déjà. Et en fait, on voyait à cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années ou un peu plus, les joueurs de jeux vidéo, les joueurs des jeux d'hasard et d'argent n'avaient pas du tout les mêmes profils. D'accord, mais en fait, le problème, c'est que certaines personnes peuvent passer, et je ne suis pas en train de dire qu'il y a une porte d'entrée ni rien de tout ça, mais parfois, le fait de jouer à des jeux vidéo peuvent donner l'illusion à certains joueurs de se dire, si je suis doué pour les jeux vidéo, je peux être doué pour les jeux d'argent. Quand en fait, dans les jeux d'argent, et ça, on ne l'a pas dit au début, mais c'est très important, la notion clé, c'est le hasard, en fait. Et c'est pas l'entraînement. Même s'il y a des jeux comme les pokers dans lesquels la notion d'entraînement peut être un facteur important. Et donc, du coup, mon expérience dans les jeux vidéo va m'aider pour les jeux des hasards et d'argent, ou d'argent et des hasards. Cette notion-là des argent dans les jeux, dans les jeux vidéo, a été caractérisée en fait par les loot box. En fait, ces boîtes à boutins qui ont été interdites. En fait, il y a quand même eu toute une série d'articles qui sont sortis. Donc, parce que une loot box, ça veut dire que vous achetez une boîte, un prix et que vous ne savez pas quel est les résultats. En fait, et vous l'achetez pour avoir des équipements pour votre jeu. Et ça, ça s'apparente beaucoup à à du hasard, à des jeux d'argent et des hasards. Alors, la prise en charge. Alors, les demandes dans la prise en charge sont assez variées, en fait. Voilà, je n'ai pas de problème, les autres ne me laissent pas tranquille. C'est une question de temps, ça va passer. Je me suis fait avoir, mais là, j'ai compris. Mais en fait, c'est que je veux pouvoir contrôler. Ça, c'est souvent les patients qui nous le disent. Pour eux, il ne s'agit pas forcément d'arrêter complètement. Il faut contrôler. Et bien évidemment, on est dans la réduction des risques. Je veux devenir professionnel du jeu. On l'entend souvent. C'est pour ça qu'on joue. Pour devenir professionnel du jeu, il faut savoir que quand on a un problème d'addiction, on ne peut pas devenir professionnel du jeu et que c'est une catégorie très, 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 très réduite des joueurs qui arrivent à être des professionnels qui vivent de cela. Je veux réduire juste un peu. C'est en général les demandes et surtout, il faut parler à mon entourage pour qu'il m'aide à rembourser. En fait, avec la demande voilà, une fois que j'aurai remboursé, j'aurai tout compris. Mais en fait, on sait que c'est pas en épongeant les dettes qu'on va pouvoir aider une personne qui a un problème des jeux. Il y a différents types d'interventions chez les jeunes. Ça, ce sont des interventions, en fait, des préventions. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire à l'école avec des enfants. Sauf que en France, à ma connaissance, il n'y a pas forcément des programmes, en tout cas validés au niveau des jeunes. Il y a des programmes qui existent pour les addictions comme Primavera ou Unplugged. Il y a un programme Opéra qui est en train de se développer. On a encore besoin des données par rapport à cela, parce qu'à côté de ces programmes-là, des préventions, vous voyez quand même effectivement les pubs. Là, c'est effectivement c'est des pubs contre, mais les pubs sont assez fortes en fait. Donc, dans la prévention, on va pouvoir sensibiliser les publics. On va pouvoir effectivement peut-être travailler dans les programmes scolaires, on devrait vraiment apprendre à critiquer les messages publicitaires, en fait, en général, hein, pas simplement que par rapport au jeu, et l'encadrement de la publicité. Et aussi, dans la prévention secondaire, être capable d'avoir un repérage précoce
avec des outils de dépistage, comme on a vu tout à l'heure, et qui puisse se faire rapidement, qui puisse se faire en ligne avec la proposition d'interventions dans des lieux ou des interventions en ligne, on va les voir tout à l'heure. Et la prévention tertiaire, en fait, où là, on est déjà confronté à un problème important, où là, il va falloir effectivement une artillerie lourde, en fait, des consultations, des lieux, en fait, même parfois, si besoin d'hospitalisation, avec un accompagnement social et financier. Et j'ai mis Cressus parce que c'est quand même une association qui fait un travail formidable d'accompagnement des personnes surendettées. Pas toutes au niveau du jeu, mais bon. Et là, je laisse un programme aussi, en fait, les programmes en fait d'intervention spécifiques sur les jeunes existent. Peut-être qu'effectivement, on devrait développer plus ça avant de se retrouver avec un problème par la suite. Et en général, ils vont la plupart cibler les distorsions cognitives, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont très fréquentes dans les jeux, dans les troubles du jeu. Et on pourra en parler dans la discussion si vous en avez envie et, des ressources, que les personnes soient capables d'aller vers l'empowerment, de se prendre en charge aussi et d'aller chercher cette information, donc de développer aussi la littératie et d'être capable aussi d'analyser des messages qui sont envoyés par les opérateurs. Mais dans tout ce qui est prise en charge et dans tout ce qui est intervention, en fait, prévention, les plus importants, c'est la motivation. Parce que c'est ça, en fait, qui va être les moteurs d'un changement. En fait, sans motivation, on ne va pas aller vers un changement. Et donc, dans toutes les informations, et là, je vais peut-être plus pouvoir vous parler dans les questions de l'approche TCCE, des thérapies cognitivo-comportementales émotionnelles. C'est celui, en fait, que je connais le mieux. Le premier pas, en fait, c'est la psychoéducation. La psychoéducation consiste déjà à comprendre quels sont les problèmes des jeux, en quoi ça consiste, quels sont les signes, quelles sont les conséquences et comment on peut les surmonter. Donc, cette psychoéducation, par exemple, peut tenir compte de la fonction du jeu. Si c'est les loisirs, mais si c'est autre chose, si c'est pour le besoin, si c'est pour être un peu soulagé, c'est qu'on n'est pas dans les loisirs, donc on est dans autre chose. La différence entre un jeu problématique et un jeu non problématique, c'est aussi les temps et l'argent consacrés. On ne consacre pas les mêmes temps et les mêmes argent. La capacité de contrôler qu'on perd quand on a un problème des jeux, quand on a une addiction. Les pertes. Quand on ne les admet pas, quand on les cache, quand on n'essaye pas bah, là, on est quand même dans un jeu problématique, addictif, les mensonges, les prêts, les dettes et aussi les problèmes familiaux, sociaux et professionnels. Donc, tout ça va nous permettre de différencier les deux types des jeux, un jeu non problématique et un jeu qui l'est. Et donc, c'est la base de la psychoéducation. Les types des jeux aussi qui existent, les jeux dans lesquels il n'y a que le hasard, les jeux dans lesquels il y a un peu d'adresse, donc les paris sportifs ou les courses des chevaux, et les jeux dans lesquels il peut y avoir un peu d'adresse et d'entraînement, comme les poker. Autre chose assez importante, c'est l'approche motivationnelle, ce qu'on fait avec nos patients, toute addiction confondue quand on les voit. C'est déjà qu'on essaye de voir si cliniquement on arrive à voir dans quel stade des changements, selon les modèles transthéoriques des Prochaska et di Clemente, ils se situent. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul schéma des changements qui existent, mais c'est en tout cas c'est lui qui parle le plus aux cliniciens, qui nous parle beaucoup et qui nous permet aussi d'avoir une feuille de route en fonction de quel stade. Et dans les années 80, le moment où les modèles de Prochaska et di Clemente s'est développé, se sont développés aussi les entretiens motivationnels. Et c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement en addicto. Et les entretiens motivationnels ont aussi évolué avec les temps. Actuellement, effectivement, c'est présent sous la forme d'un travail sur l'engagement dans la relation thérapeutique, la focalisation sur les problèmes, l'évocation d'un changement possible et la planification du changement. Donc, je n'ai pas la possibilité de rentrer dans tout ça. S'il y a des questions, je pourrais répondre. Mais en tout cas, c'est l'accompagnement qu'on va faire avec nos patients. L'approche TCC ou TCCE
c'est une approche basé scientifiquement sur les liens entre les pensées ou cognitions, les comportements et les émotions et les sensations physiques. Donc, vous voyez que dans cette approche-là, on va travailler sur les comportements, on va travailler sur les pensées et sur les cognitions erronées liées au jeu et sur les émotions et les sensations physiques. Et s'il y a des questions, je pourrais répondre à ces questions-là. C'est à peu près notre feuille de route. Ce qu'on fait avec nos patients, on écrit un peu comment on remplit en fait ces cases avec eux pour pouvoir comprendre les problèmes et pouvoir les prendre en charge. Et on a un outil qui s'appelle l'analyse fonctionnelle qui permet de faire une espèce de photo à la problématique de la personne et de voir quelles sont les techniques à utiliser. On tient compte de l'histoire de la personne, donc de l'évolution dans les temps, la consommation, l'usage, les sensations, les cognitions et les émotions, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais on tient compte aussi de l'histoire personnelle, des antécédents familiaux, des antécédents psychiatriques, des autres addictions, de la psychopathologie et les forces et les ressources. Mais en pratique, la prise en charge est une prise en charge globale, hein. On n'est absolument pas en train d'essayer de supprimer un comportement. J'ai mis une petite partie des programmes, juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de programmes qui existent pour le problème des troubles liés au jeu. Et vous voyez qu'il y a des programmes qui sont anciens, en fait. Celui de Blasinski a été un des premiers. C'est un manuel d'auto-aide qui n'a pas été traduit en français. Donc, voilà, c'est le premier manuel, c'est un tout petit livre. Et tous les manuels vont avoir à peu près les mêmes types d'organisation. Information sur les troubles, et évaluation pour que la personne puisse s'évaluer. Et après, information, motivation, etc. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des self-help. D'accord? Donc là, c'est Blazinski, une personne qui a beaucoup travaillé sur les jeux pathologiques, c'est Robert Ladouceur, canadien, qui a beaucoup travaillé sur les distorsions cognitives, entre autres, et qui a un programme en fait qui a beaucoup travaillé sur cela. Et vous voyez que c'est à peu près toujours la même chose, l'information, les registres, c'est-à-dire noter les comportements de jeu, la gestion des situations à risque, annoncer à la famille et aux proches les budgets, contrôler les budgets et ouvrir aux activités de loisirs et à des techniques de résolution des problèmes. Et d'autres programmes comme celui de Tony Atto avec un certain nombre de cahiers que les personnes doivent remplir. Et donc, enfin, voilà, c'était assez interactif et voilà, assez actif de la part des personnes des programmes. Et nous avons mené à l'hôpital Louis Maurier il y a déjà quelques années un programme qui était basé en fait sur l'entretien motivationnel, un travail motivationnel et un travail TCC. Donc, en 6 séances, on avait commencé avec plus d'essence, mais après, on est tombé sur 6 séances, avec après des séances de rappel. Et l'intérêt de ces groupes-là, c'est qu'on pouvait inclure des personnes qui venaient d'horizons très variés, c'est-à-dire pas simplement qu'il y avait un problème des jeux pathologiques, mais qui avaient d'autres problèmes d'addiction, pas simplement du jeu. Et donc, du coup, dans des groupes dans lesquels les stratégies pour surmonter les problèmes d'addiction étaient les mêmes ou assez similaires avec des addictions qui étaient différentes. Donc, en fait, on avait des personnes qui avaient un problème d'alcool ou des cannabis ou des jeux pathologiques qu'on pouvait mélanger. Et donc, ce sont des groupes classiques hein, avec deux intervenants, un nombre de personnes qui peut aller entre 8 et 12 et qui, en général, avec les temps, diminue. Donc, il y a toujours une attrition qui s'est faite. Mais voilà, vous avez des techniques sur les comportements, sur les conditions et sur les émotions, en fait, dans ce type des groupes. Euh, Tenir compte toujours des proches parce que la famille a toujours un rôle très important dans la problématique, pas dans la cause, mais dans une évolution favorable. Et aussi parce que dans les cas des jeux d'argent, elle peut être aussi mise en difficulté, en fait. Donc, on peut avoir, voilà, la famille peut se sentir aussi en isolement, peut être en difficulté financière. Et donc, du coup, il faut qu'elle soit capable d'établir des limites et d'apprendre à communiquer de façon
assertive. Donc, l'ANJ, en fait, a des documents qui peuvent être aussi intéressants. Il y a aussi Jeux Info Service, en fait, des Santé publique France, qui peut être un outil très intéressant pour l'entourage. Et il y a aussi les associations. En tout cas, en France, en fait, Gamblers Anonymous n'a pas vraiment pris. À une époque, ils avaient des réunions, ils se réunissaient en fait dans un café. Après, il y a eu aussi une salle qui leur a été prêtée à l'hôpital. À, ah, c'est l'hôpital Paul Brousse. Mais voilà, on a un problème effectivement. Quand on parle d'association, on parle d'association des gamblers anonymes, des joueurs ou d'ex-joueurs, un peu sur les modèles des narcotiques anonymes, alcooliques anonymes. Il y a SOS Joueurs, qui est aussi un outil assez utile parce qu'il y a des permanences, il y a des aides juridiques. Et il faut probablement aussi aller développer des interventions sur Internet parce que ça existe et ça permet surtout une diffusion en fait de l'offre des soins parce qu'on a un problème d'accès aux soins. Et donc, la honte, la culpabilité, les stigmatisations font que parfois ces personnes-là ne consultent pas et en fait les interventions sur Internet peuvent démultiplier l'offre des soins possibles. Les applications téléphoniques, mais à ma connaissance, il n'y en a pas en français. Donc, il peut y avoir des applications en fait généralistiques sur les addictions. Peut-être qu'il y a un travail à faire d'évaluation de ces applications et des applications spécifiques parce que Jasser Casal, qui est quand même une personne assez spécialiste sur les applications, dit toujours il vaut mieux une application petite et qui soit utile, mais pour un domaine spécifique, que des grosses applications qui font beaucoup de choses, mais qui ne vont pas être très utilisées. Une autre piste intéressante, la réalité virtuelle, avec des environnements spécifiques qui permettent d'exposer nos patients à des situations à risque pour pouvoir prendre en charge, après pouvoir travailler par exemple sur les notions des cravings, d'envie très forte, et pouvoir voir avec eux comment ces envies-là vont s'estagner, vont diminuer après. Donc la réalité virtuelle, voilà, est quelque chose d'assez intéressant. Et en conclusion, parce que on avait dit qu'on avait à peu près 50 minutes, il est important de dépister les problèmes addictifs à tout moment de la vie, en fait, pour les ados, pour les adultes, pour les personnes âgées, parce qu'ils ont aussi des problèmes des jeux chez les personnes âgées, en tenant compte des comorbidités. Il faut des études longitudinales, ça nous manque pour connaître les trajectoires et les spécificités aussi entre hommes et femmes, mais aussi en fonction de l'âge. Comprendre les effets du marketing, apprendre à critiquer la publicité, les actions politiques, des protections, et surmonter surtout les freins pour la demande des soins, c'est-à-dire vraiment relativiser, c'est dire que ça fait partie des addictions comme les autres addictions, et en fait un travail sur la déstigmatisation et les côtés moraux du jeu. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis Nikita là qui m'accompagne dans la réalisation de tous les PowerPoint que vous voyez. Merci beaucoup, Lucia, pour cette présentation. Avant d'entamer les questions, moi, je voulais rebondir. Vous parliez de l'importance des dépistages à la fin. Et plus tôt dans votre présentation, je voyais une photo de publicité de Paris sportif avec écrit Mettre la daronne à l'abri, ce genre de choses. Et je voulais rebondir sur l'importance du dépistage parce que c'est souvent des populations assez précaires qui ont besoin d'avoir recours aux paris sportifs ou aux jeux d'argent parce que les personnes aisées, bah, elles n'ont pas besoin de risquer de perdre de l'argent pour en gagner. Et voilà, les paris sportifs, ils avaient fait une campagne de publicité très agressive auprès des jeunes de banlieue, Très agressif. auprès, On avait signé des pétitions aussi pour que ça soit retiré. En fait, oui. voilà, c'est juste, je voulais rebondir sur ça, sur l'importance du dépistage d'un public qui est pas forcément le public cible de toutes les campagnes de prévention, mais qui est très ciblé par contre par les entreprises et les compagnies qui travaillent là-dedans. Voilà. Mm, mm. Je vais prendre une première question que j'ai vu passer dans le chat. Une personne qui nous demande, qui nous dit qu'on observe actuellement une popularité croissante des figurines à collectionner vendues dans des mystery box, les Sony Angel, les terribles Laboubou, j'en avais vu passer des images avec plusieurs mécanismes, le hasard, la rareté de certaines figurines,
un marketing à destination des plus jeunes, est-ce qu'on peut dire que ça s'apparente à des jeux d'argent et de hasard, sachant que et ça échappe à toute forme de régulation? C'est un peu le principe des pochettes surprises, mais en plus Oui. marketé, en plus agressif, quoi. Après, s'il n'y a pas la notion de surprise, c'est-à-dire si ce que la personne achète est une figurine et elle sait ce qu'elle achète, on ne peut pas parler d'hasard en fait. Donc en fait, c'est aussi toute la nuance parce que c'est la notion des loot box, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous achetez. Tandis que là, si vous achetez une figurine, si vous achetez une carte, là, vous savez ce que vous achetez en fait. Mais il me semble c'était précisé que c'était des Mystery Box, donc Ah, mais si c'est hum, Mystery Box, en fait, c'est toute la zone grise, en fait. Et c'est ça qui pose un problème parce qu'effectivement, on amène les enfants, en fait, à jouer à des jeux de hasard. Donc, en fait, oui, ça peut valoir la peine de faire une petite étude et de voir qu'est-ce qui est associé à cela. Pour moi, c'est une zone grise, en fait. Parce qu'ils pourront dire que ça ne l'est pas, en fait. Mais ce qu'il y avait avant les loot box, en fait, quand mes enfants étaient petits, ce qu'il y avait, c'est Dofus. En fait, avec les bandits manchots, en fait, quand ils achetaient une carte, ils achetaient, en fait, c'était une machine à sous réellement, qu'ils achetaient pour des gamins qui étaient assez petits, en fait. Donc, ouais, en fait, oui, les opérateurs jouent toujours avec une zone grise, en fait. Mm. oui, c'est une concrétisation en physique d'un phénomène de lootbox qu'on trouve dans les jeux vidéo. Dans ce cas-là, les Ouais. pochettes surprises, c'est un peu ce principe-là aussi. Je vais rebondir avec une autre question, enfin, une remarque plutôt, qui fait dans le chat sur les manières de prendre en charge, je crois, avec une personne qui nous dit qu'il y a aussi le programme Mon Choix, qui peut permettre d'apprendre à gérer les jeux, et l'association nationale Entraide Addict, qui peut aider. Est-ce que vous connaissez ce Non. programme? Est-ce que vous avez un mot? Je ne connais pas et c'est à mieux que la personne le mette sur les chats et que ça Ouais. puisse être relayé même par votre association et c'est parfait. Et si jamais vous m'envoyez des informations, je pourrais l'inclure dans mes diapos. Donc j'irai voir, j'irai regarder et je pourrais l'inclure dans les diapos parce qu'en fait, on fonctionne comme ça, hein. Quand on a des informations, on les diffuse en fait. Et donc il y a une autre question, justement pour encore rebondir, sur le bilan de la régulation des jeux en ligne pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que ça fonctionne plutôt bien? Vous avez l'air de dire que pas trop. Enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une régulation parce que les opérateurs sont partis, enfin, ils doivent effectivement faire des rapports, en fait, surtout quand ils sortent des campagnes publicitaires auprès de l'ANJ, et l'ANJ régule. Mais le problème, c'est que parfois, c'est pas aussi simple que ça. Et après, ce qu'on sait aussi, c'est que bah, il y a quand même quelque chose qui est un peu contradictoire dans tout ce qui est dit, c'est que c'est une minorité des joueurs qui ont des problèmes et qui jouent beaucoup, qui apportent les plus de bénéfices aux opérateurs. Et ça, les opérateurs le savent. Et ces joueurs-là qui jouent beaucoup et qui apportent beaucoup de bénéfices aux opérateurs, euh, ils ont un discours de oui, on veut pas, nous, on voudrait pas gagner de l'argent sur les dos de ces personnes-là. Mais en fait, c'est ça qu'ils font, en fait. Donc, je pense à mon avis, il faut être probablement un peu plus strict avec les opérateurs parce qu'ils savent pertinemment quels sont les jeux qui sont très addictifs et qu'il faut réguler et qu'il faut réduire les campagnes publicitaires et tout ce qui est spam. Parce qu'en fait, dès que vous commencez à chercher quelque chose en lien avec les jeux, à chercher de l'aide, vous commencez à recevoir en fait des messages de spam. Donc, voilà, l'ANJ, en fait, ça fait pas non plus très très longtemps avant, il y avait l'Observatoire des jeux. Donc là, maintenant, c'est l'ANJ. Il y a quand même un conseil scientifique qui est quand même pas mal, mais il faudra quand même aussi qu'il y ait plus d'études, plus de recherches pour voir ce que ça donne réellement. Je crois que j'avais vu que maintenant les jeux vidéo devaient le préciser quand il y avait des phénomènes de lootbox, je crois, dans maintenant c'est notifié sur les boîtes de jeux, mais c'est assez minime comme régulation. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font mieux? Est-ce qu'il y a d'autres systèmes ou fonctionnements de régulation qui sont un peu à la pointe là-dessus? Souvent En c'est le fait, Canada, la Suisse. je suis pas sûre qu'il y ait des pays qui font beaucoup mieux. En fait, parce que ce qui se passe, c'est que les choses commencent à être assez mondialisées et que finalement, si vous régulez beaucoup ici, surtout sur les jeux en ligne,
Et c'est ça que certains lobbying font. Ils disent que les joueurs vont jouer ailleurs et ça ne sera pas des gains que nous allons avoir. En fait, c'est ça qui est complètement bizarre. Et donc, du coup, bah, si les joueurs vont sur les sites illégaux, les gains vont être pour... ça ne restera pas en France parce qu'il faut savoir qu'effectivement, et c'est là aussi une ambiguïté, les jeux d'argent et des hasards donnent quand même, apportent pas mal de recettes à l'État. Donc, on ne fait pas forcément beaucoup mieux que les autres ou bien pire que les autres, mais c'est vrai que voilà, il y a ces problèmes-là des frontières au niveau des jeux. D'accord. Maintenant, pour passer sur des sujets un peu plus santé publique, il y avait des questions sur les liens avec les d'autres addictions. Est-ce que c'était facteur de coaddiction lorsqu'on était soumis à un trouble de l'usage au jeu? Est-ce qu'il y avait des liens, des passerelles avec d'autres addictions? C'est souvent le cas. Alors, des passerelles, non, parce que passerelle, ça veut dire qu'une addiction amènerait à une autre. Mais par contre, on a beaucoup des co-occurrences, des comorbidités. Et donc, souvent, on sait que bah, les jeux d'argent sont assez comorbides avec la consommation des tabacs. Bon, les tabacs, ça apparaît pratiquement dans toutes les addictions. Et aussi avec la consommation d'alcool. Et avec les jeux en ligne aussi, il y a aussi le cannabis qui apparaît associé. Donc, voilà. Et nous, on les voit aussi chez les étudiants en fait. Et est-ce que justement il y a des profils types de personnes qui ont qui sont atteints? Alors, c'est, en fait, la question des profils est une question qui a toujours été posée par rapport aux addictions. Et finalement, on ne trouve pas des profils, en fait, en tant que tels. Mais par contre, actuellement, on est en train de voir quels sont les mécanismes sous-jacents. C'est-à-dire qu'en psychologie, on est en train d'aller à essayer de comprendre quels sont les processus qui sont à la base de ces addictions-là, parce qu'il y en a certains, il y a les difficultés dans la régulation émotionnelle, qui est un processus qui est semblable dans toutes les addictions et dans les comorbidités, que ce soit dans les troubles anxieux, dans les troubles addictifs. On a aussi un sentiment d'efficacité personnelle faible, donc la personne considère qu'elle n'est pas capable en fait d'échanger. On a aussi les ruminations, ces pensées-là obsédantes qui sont là et que la personne n'arrive pas à changer. On a aussi l'intolérance à l'incertitude. Je dois tout contrôler. Si je ne contrôle pas tout, je vais être vraiment en difficulté. Et on a la recherche des sensations, en fait. J'ai expliqué, c'est vraiment un processus qui est très important dans les addictions. Et on va plutôt actuellement vers quels sont les processus impliqués, parce que ces processus vont être la cible de la prise en charge, en fait. D'accord. Donc si je comprends bien, plutôt que de chercher un profil, c'est plutôt des facteurs de risque. On essaie de Oui, déterminer. oui, Oui, c'est ça. oui, oui, oui. Euh, Les profils, en fait, cliniquement, ça va pas nous apporter grand-chose. Par contre, si on sait quels sont les processus pour lesquels il y a une difficulté, dans la prévention et surtout dans la prise en charge, ça va être intéressant. Et est-ce que c'est quand même plus, vous sauriez dire si c'est plus des hommes que des femmes qui sont touchés, des jeunes que C'est des... plus d'hommes que des femmes. C'est plus d'hommes que des femmes. D'accord. Oui. Euh, Encore sur la question des liens, est-ce qu'il y a des liens avec des risques suicidaires ou avec d'autres dommages, d'autres problèmes de santé concrets? Mm. Alors, Est-ce sur que les c'est risques, observable? oui, sur les risques suicidaires, il y a quand même pas mal de littérature. Le problème, c'est qu'en France, en tout cas, il y a déjà des années, on n'arrivait pas très bien à connaître quelles étaient les causes des décès. Et quand il y avait un patient qui était décédé et qu'on suivait dans un hôpital, on n'avait pas forcément l'information du décès de cette personne, donc on ne pouvait pas forcément faire les liens. Et de la même façon, dans les registres des décès, on ne tenait pas compte en fait de cela. Donc, je pense que ces choses-là, en termes de santé publique, sont en train de s'améliorer. Mais ce qui est sûr, c'est que les idéations suicidaires sont apportées, sont évoquées par les patients assez souvent. Donc, vraiment, moi, de toute l'histoire des patients qui avaient un problème des jeux, c'était assez fréquent parce que finalement, quelqu'un qui a 30 000, 60 000, 100 000 euros de dettes vous dit, bah, qu'est-ce que je fais là, en fait? Je pense que si je n'étais pas là, ma famille irait mieux, en fait. Donc, en fait, ce sont des phrases comme ça, mais c'est vrai que la problématique suicidaire, elle est à explorer, elle est vraiment à considérer parce que c'est un facteur de risque très important. Souvent, c'est de cette problématique suicidaire qui permettait d'hospitaliser les patients, en fait.
parce qu'il n'y avait pas une motivation pour arrêter et parce que parfois il n'y avait pas non plus des services pour ce type des personnes. Et donc la problématique suicidaire permettait d'hospitaliser quelqu'un et de traiter aussi la dépression qui est très souvent associée. Justement, j'allais y venir. Au-delà de la problématique suicidaire, dans quel service de santé on peut les croiser, ces patients, ou est-ce qu'on, enfin, quels autres problèmes de santé ils peuvent avoir pour être identifiables, dépistés? Alors, des santé somatiques, peut-être au niveau des comorbidités que vous pouvez avoir, par exemple sur l'alcool, vous pouvez les trouver dans des services d'hépatogastro, mais ça, c'est quand même un peu à la marge. Ces patients-là, vous allez les croiser en psychiatrie en général, en fait. Vous allez les croiser en psychiatrie, dans les services de psychiatrie, et vous allez les croiser dans les SAPA, en fait. Vous allez peut-être commencer à les croiser dans les CJC, mais dans les CJC, vous allez avoir plus de demandes des jeux vidéo que des jeux d'argent, peut-être un peu comme ça, mais c'est vraiment dans ces services où vous allez l'avoir. Donc, c'est les services de psychiatrie, c'est les SAPA, c'est les services d'addictologie, et c'est pour ça aussi que, en réalité, mais en psychiatrie, en réalité, vous allez avoir toutes les questions qui sont posées, mais vous pouvez aussi avoir des services des troubles de l'humeur, en fait, avec des personnes qui ont des troubles bipolaires, pour lesquels il faut poser la question aussi de ces addictions-là. Pas simplement tabac, alcool et cannabis, parce que ce sont les addictions classiques, mais les addictions sans substance, en fait, méritent d'être explorées. Alors, les jeux d'argent et les jeux vidéo sont maintenant dans les classifications internationales, mais on pourrait en parler d'autres addictions sans substance non reconnues qui ne sont jamais explorées. Alors, après, est-ce que c'est des vraies addictions ou est-ce que c'est des comorbidités ou est-ce que c'est... Mais bon, en tout cas, c'est important, en fait, que ça soit dépisté indépendamment de la porte d'entrée. Oui, et aborder aborder directement le fait de poser la question, j'ai entendu que c'était assez essentiel parce que sinon les patients s'identifient pas avec un problème. Complètement. Moi, j'ai des Ouais. patients à qui je posais la question, mais avec des graves répercussions déjà. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez... Parce qu'ils étaient suivis, en fait, ils m'expliquaient qu'ils étaient suivis par leur médecin généraliste. Et c'est évident que les médecins généralistes, ils ont énormément d'autres choses à Mhm. explorer. Et donc, je disais, mais est-ce que vous n'avez jamais évoqué ces problèmes-là, quand, qui est important auprès de votre médecin généraliste? Et donc là, la réponse était, mais il m'a jamais posé la question. Donc, en fait, il y a des patients, et surtout avec des comportements qui entraînent la honte, la culpabilité, ils vont pas forcément évoquer ça. Donc, si vous ne posez pas la question, pour eux, bah, ils n'ont pas à en parler, puisque la question n'a pas été posée. Donc il y a un vrai sujet autour de l'insight ou c'est plutôt de la dissimulation, vous diriez, le fait de pas aborder un peu les deux? Ah, je pense que c'est un ensemble. Oui, ça peut être l'insight, mais ça peut être aussi plus les stigmatisations, en fait. Parce que Mhm. parfois, ils sont conscients, mais ils sont honteux, en fait. Et il faut savoir que ça reste pour pas mal de personnes encore un vice, en fait, pas forcément une addiction entre la notion de vice, donc voilà, et la notion de je suis comme ça, c'est ma personnalité, ou on est tous comme ça dans la famille, donc on peut pas changer. En fait, dans les freins pour la prise en charge, un frein essentiel, c'est de ne pas se sentir capable, parce que je ne veux pas demander de l'aide, en fait, si je ne me sens pas capable. Je Euh, vois une question qui vient d'apparaître. Avez-vous mis en place dans vos structures des groupes de parole ou d'entraide? Est-ce Alors, que c'est... je ne suis pas actuellement dans un service d'addictologie. Alors, dans les services d'addictologie, en fait, comme le Fernand Vidal ou autre, il y a souvent ou des groupes de parole, ou des groupes aussi, ou des gestions émotionnelles. Il commence à avoir pas mal de groupes aussi, des méditations ou autres, parce que ça aide aussi à la régulation émotionnelle. Il commence à avoir dans certains services des patients experts. Voilà, il y a toujours eu la notion des données, des ressources sur les groupes d'entraide. Mais ce que je disais, on a un souci au niveau des groupes d'entraide qu'on n'a pas, par exemple, avec Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes ou autres. Là, ici, on n'a pas actuellement des groupes d'entraide, des groupes néphralistes comme Vie Libre, Alcooliques Anonymes ou autres. Donc, ça devrait se développer. On ne sait pas très bien comment faire. Parce que ça doit partir effectivement des patients, en fait. C'est ça. L'autosupport et
est très développé autour des NA notamment, ENA, oui. mais pour les addictions sans substance, c'est encore peu identifié et c'est encore peu communautaire, je crois. Mais effectivement, c'est une piste à explorer. Je suppose il y a déjà des expérimentations qui sont faites Mm. dans certains cas. Il y a les débiteurs anonymes, mais c'est pareil. En fait, j'avais des patients que j'avais envoyés vers les groupes de débiteurs anonymes. Et ce qu'il me disait, c'est que parfois, il y avait des personnes qui étaient là, qui n'avaient pas du tout des problèmes d'addiction, que c'était d'autres types de problématiques. Et il y a les groupes des dépendances sexuelles. Et donc, du coup, il y avait aussi enfin, des personnes qui viennent après et qui nous disent, mais c'est un peu bizarre l'ambiance qu'il y a dans ce type de groupe. Donc, c'est compliqué tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est aussi structuré que d'autres groupes d'entraide. La dernière question que j'ai sous les yeux, c'est quelle est l'évolution est-ce que les jeux sont plus addictogènes qu'avant? Moi, par exemple, je vois les casinos comme quelque chose d'un peu ringard, en fait, maintenant, il y a des choses beaucoup plus développées qui existent en ligne. Est-ce que vous constatez ça dans vos travaux, que c'est plus addictogène qu'avant? Alors, la question des casinos, c'est que à une époque, c'était ça qui posait vraiment des problèmes. Donc, les casinos, et on voyait les personnes qui étaient là à 10 heures du matin pour l'ouverture, pour les machines à sous, et que voilà. Mais d'une part, effectivement, c'est une population qui a vieilli, en fait. Et donc, du coup, ils essayent, en fait, d'amener d'autres personnes avec d'autres types des jeux. Mais au moins, les casinos a la notion des les casinos en dur, en fait, a la possibilité d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture. Là, les problèmes, effectivement, les plus addictogènes, c'est en ligne, parce que là, vous n'avez pas les frontières, en fait. Là, c'est à tout moment. Après, les casinos, à une époque aussi, ils faisaient quand même des choses qui étaient un peu limites, proposer, en fait, à des personnes de faire des visites au casino, etc., des personnes âgées ou autres, donc pour les faire visiter, etc. Mais c'était quand même une incitation très forte. Donc voilà, mais je pense qu'ils sont en train d'arriver à avoir un modèle économique qui tient. Les problèmes, en fait, ça va être les casinos en ligne, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est pas encore autorisé. Et là, c'est quand même assez risqué parce que pour le coup, vous n'avez pas de limites, en fait. Oui, c'est ça, c'est que c'est plus addictogène parce qu'il n'y a pas de limite temporelle, ça se déroule toute la Ça. journée, et qu'en plus c'est peut-être encore plus isolé, on n'est pas à côté d'autres gens, on est tout seul quand on achète, et donc c'est d'autant plus addictogène aussi, j'imagine. Et c'était assez incroyable, en fait, quand on arrivait dans un casino, de voir la partie des machines à sous et des personnes qui étaient là et qui pouvaient passer du temps. Il y avait aussi une notion dans les casinos qui était la notion de la atemporalité, c'est-à-dire l'ambiance des bruits, des lumières, etc., était la même. Et ça vous permettait pas de savoir à quelle heure vous étiez entré et combien de temps vous aviez passé dans les casinos, en fait, ou le fait de ne pas avoir des miroirs voilà, pour ne pas pouvoir vous voir, parce que vous voir pouvait vous amener à un moment donné à prendre conscience, en fait. Donc, Oui, puis ça a été aussi rendu assez sexy dans les médias, dans les films. L'image du casino, c'était pas forcément une image négative hmm, qui était diffusée. Et oui, je vois une personne qui dit aussi dans le chat que par rapport aux jeux vidéo, aux jeux d'argent en ligne, qu'il n'y a pas de limite géographique, en plus de oui, pas oui, c'est d'absence de ça, ni limite temporelle. géographique, ni temporel. Donc, oui, c'est ça, en fait, qui est. Et donc, ça repose effectivement beaucoup sur la personne. Et c'est ça, en fait, toute l'ambiguïté, c'est que oui, mais c'est la responsabilité des joueurs, pas que, en fait. Il y a l'État aussi au niveau des campagnes des préventions, d'information ou autres. Donc, il y a vraiment, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais il y a Jeux Info Service, en fait, qui a quand même, qui a des témoignages, qui a des tests, voilà, c'est tous les services de santé publique France, tout ça est important à utiliser. Mais ça part du principe aussi que les interventions peuvent être aussi, par exemple au Québec, il y a des interventions qui ont été faites avec des jeunes euh, il y a déjà quelques années, mais ils se sont aperçus qu'elles avaient un effet iatrogène, c'est-à-dire que l'effet de parler des jeux d'argent et de hasard que les jeunes dont ils n'avaient pas connaissance les attirait pour essayer.
Donc, il faut vraiment faire très attention à la prévention pour ne pas amener les personnes, en fait, dans les sens où on ne veut pas les amener, en fait. Ok, oui, je comprends le risque d'appâter des gens qui étaient Il ne faut pas te innocents donner sur le des sujet. idées comme Hmm. ça. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas vu d'autres questions. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter avant qu'on conclue cette partie. Non, en fait, peut-être juste dire que travailler avec les addictions a un côté un peu, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup de rechutes, il y a beaucoup de récidives, mais en même temps, c'est quand même un défi qui donne envie de continuer à travailler, de tester des nouvelles stratégies, des nouvelles formules et à se dire que ces personnes ont besoin de nous parce que très vite, ils peuvent arriver à une escalade où ils sont vraiment désinsérés après ou dans la rue. Et quand on travaille avec l'extrême précarité, on voit des personnes qui sont arrivées là à cause des problèmes des jeux, qui voilà, n'ont plus de famille, n'ont plus d'entourage, n'ont plus rien. Et donc, voilà, c'est une, voilà, c'est vraiment un engagement important de pouvoir s'occuper de ces personnes-là dans la mesure du possible, avec un accès aux soins digne de ces noms et aussi avec la possibilité d'un suivi, parce que voir les personnes, les évaluer et après ne pas pouvoir les suivre, ce n'est pas satisfaisant. Donc voilà, c'est un défi, mais c'est un défi qui vaut la peine, en fait. Voilà, c'est un défi de les prendre en charge, un défi de les suivre une fois qu'il y a des rechutes, vous disiez. Mm. Bon, et travailler en addictologie globalement, c'est aussi un défi C'est pour un vous à défi, ce moment. en Ok. fait.